Au fond de l'Ohio se cache une machine qui soutient le ciel américain. La presse Mesta 50, un monstre de 36 000 tonnes qui s'enfonce de 10 étages sous terre. Elle comprime le métal avec une force de 50 000 tonnes, soit le poids de 10 tours Eiffel réunies. Sans cette machine, les États-Unis n'auraient ni F-35 ni Boeing 787. Lorsqu'en 2009, une fissure est apparue sur la presse, toute l'aviation américaine a retenu son souffle. Aujourd'hui, nous allons voir comment le titane incandescent se transforme en aile de chasseur, sous le coup du poing d'acier de la guerre froide. Prêt à plonger au cœur de la puissance aéronautique américaine ? Si vous vous trouviez devant l'usine Alcoa de Cleveland, dans l'Ohio, rien ne retiendrait votre attention. Un bâtiment industriel ordinaire, un mur de briques grises, des cheminées, des camions. Mais il suffit de descendre pour pénétrer dans un monde où naît la puissance véritable. La presse Mesta 50 ne repose pas sur le sol, elle y est encastrée. 30 mètres de profondeur, 10 étages de béton et d'acier. Pourquoi si profond ? Parce que lorsque 50 000 tonnes de force s'abattent sur le métal, la Terre tremble dans un rayon d'1 kilomètre. Sans ces fondations colossales, la presse s'enfoncerait dans le sol comme un couteau dans du beurre. Cette machine fut construite en 1955, au plus fort de la guerre froide. L'Amérique et l'Union soviétique ne rivalisaient pas seulement dans l'espace, elles se disputaient la maîtrise du ciel. Qui parviendrait à créer les meilleurs avions dominerait les airs. Et pour les meilleurs avions, il fallait des pièces impossibles à fabriquer par des procédés ordinaires. Imaginez une aube de turbine du réacteur F-35. Cette pièce ne mesure que 30 cm de long, mais elle tourne à 10 000 tours par minute à une température de 1400 degrés Celsius. Aucune soudure ne pourrait résister à de telles conditions, elle se désintégrerait en quelques secondes. L'aube doit être monobloc, taillée dans un bloc massif de titane ou de super-alliage de nickel. C'est précisément à cela que sert la Mesta 50. Elle ne coupe pas, elle ne soude pas, elle forge. Elle prend un lingot de titane incandescent de 2 kg et le transforme en une forme précise d'aile ou d'aube en un seul coup. Le processus commence par la préparation. Le lingot de titane est chauffé dans un four spécial, jusqu'à 960 degrés Celsius. À cette température, le titane devient aussi malléable que de la pâte à modeler, tout en conservant sa résistance extraordinaire. Le métal émet une lueur rouge vif, presque blanche, impossible de le regarder sans lunettes de protection spéciale. Lorsque la température atteint le point requis, le bras robotisé extrait le lingot incandescent et, en quelques secondes à peine, le transporte jusqu'à la presse. Le temps est critique. Si le titane refroidit ne serait-ce que de 50 degrés, il deviendra trop dur et la presse ne pourra plus le déformer. Le lingot est placé dans la matrice inférieure, un immense moule en acier qui épouse les contours de la future pièce. Au-dessus, descend la matrice supérieure de 150 tonnes. Et là, c'est le choc. 50 000 tonnes de force s'abattent sur le titane incandescent. Pour vous donner une idée, c'est comme si l'on posait simultanément 150 avions de ligne sur votre table. Les vérins hydrauliques, de 2,50 m de diamètre, génèrent une pression de 350 mégapascales, soit 3500 fois la pression atmosphérique. Sous une pression aussi folle, le titane se comporte étrangement. Il ne casse pas, ne se fissure pas, il coule. Les atomes du métal se déplacent, glissent les uns contre les autres, remplissant chaque recoin microscopique du moule. En 3 secondes, un lingot informe se transforme en copie parfaite d'un longeron d'aile ou d'une aube de turbine. L'usine tout entière tremble sous l'impact. À plusieurs centaines de mètres à la ronde, on ressent la vibration, comme un petit séisme. Les ouvriers qui travaillent auprès de la presse portent des casques spéciaux,
car le son de l'impact atteint 130 décibels, plus fort que le décollage d'un avion à réaction. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Malgré cette force barbare, la presse contrôle la forme à un demi-millimètre près. Des capteurs laser suivent chaque mouvement de la matrice. L'hydraulique corrige la pression des milliers de fois par seconde. Si quelque chose tourne mal, une pièce valant 300 000 € se transforme en ferraille. La Mesta 50 fabrique des pièces pour tous les principaux avions américains. Le F-35, Lightning II, le F-22 Raptor, le Boeing 787 Dreamliner, les moteurs d'hélicoptères Apache, tous comportent des pièces nées sous les coups de cette presse. Chaque mois, plus de 2000 tonnes de titane et de superalliage de nickel y transitent. Puis vint la catastrophe. En 2009, lors d'une frappe de routine, les ingénieurs entendirent un bruit inhabituel. Le métal venait de se fissurer. La presse fut immédiatement arrêtée et la découverte glaça les sangs. Une fissure d'1,20 m était apparue dans la poutre maîtresse. Pour l'industrie aéronautique américaine, ce fut un choc. La Mesta 50 est la seule presse d'une telle puissance dans le pays. Sans elle, la production du F-35 s'arrêtait net, Boeing ne pouvait plus fabriquer de pièces pour le Dreamliner, les commandes militaires restaient en suspens. Chaque jour d'immobilisation coûtait des millions de dollars. Une réparation désespérée s'est engagée. Le problème, c'est qu'une poutre de 2000 tonnes ne peut tout simplement pas être démontée et remplacée. Elle est intégrée dans la structure à 30 mètres de profondeur, entourée de dizaines d'autres systèmes. Les ingénieurs prévoient d'effectuer la réparation sur place. Une équipe spécialisée de soudeurs a travaillé 24 heures sur 24 pendant 4 mois. Ils ont utilisé la technologie la plus avancée, le soudage électrolytier sous atmosphère inerte. La fissure a été soudée couche par couche, chacune d'une épaisseur de 3 mm. Après chaque couche, le métal subissait un traitement thermique pour éliminer les contraintes internes. Au total, 760 couches de cordons de soudure ont été déposées. Parallèlement, une poutre de secours était fabriquée, au cas où la réparation échouerait. Elle a été réalisée dans une autre usine, en utilisant la plus grande grue d'Amérique, d'une capacité de 4000 tonnes. Le coût de cette poutre de secours, 18 millions de dollars. Quant à l'abonnement à ma chaîne, il vous coûtera 0 $ et 0 cent. Alors, vous êtes déjà abonné ? Mais la réparation fut une réussite. En décembre 2009, la Mesta 50 reprit du service. Le premier coup après la remise en état fut observé par 200 ingénieurs. Tous retenaient leur souffle. La presse frappa, le titane se déforma, et la fissure ne réapparut pas. Le ciel américain était sauvé. Aujourd'hui, la Mesta 50 continue de fonctionner. Elle a déjà près de 70 ans, un âge incroyable pour un équipement industriel. Les presses modernes sont plus efficaces et automatisées, mais aucune ne peut atteindre une telle puissance. 50 000 tonnes demeure un record inégalé pour le pays. Fait intéressant, autour de la presse s'est formé tout un écosystème. Des milliers d'ingénieurs, de métallurgistes, d'opérateurs travaillent à l'usine. Beaucoup sont originaires d'Amérique latine, venus aux États-Unis en quête d'une vie meilleure et qui ont trouvé un emploi dans l'aéronautique. Ils façonnent les pièces qui ensuite propulsent des avions dans le ciel du monde entier. La Mesta 50, c'est bien plus qu'une machine. C'est un symbole de puissance industrielle, d'excellence technologique et d'ingéniosité technique. C'est la preuve que parfois, les meilleures solutions ne sont pas les plus récentes, mais celles qui ont été éprouvées par des décennies de travail fiable sous une pression incroyable.
Avez-vous déjà vu forger les muscles d'acier de la planète? Aujourd'hui, nous sommes à Bilbao, dans l'usine légendaire Vicine Cadenas. Ici, le métal n'est pas dompté par des marteaux, mais par une pression colossale et du courant électrique. Dans ces ateliers naissent des chaînes destinées aux plateformes pétrolières du golfe du Mexique et aux éoliennes géantes flottant en plein océan. Un seul maillon pèse autant qu'une voiture entière. Je vais vous montrer comment l'acier incandescent de 20 cm de diamètre devient aussi malléable que de la pâte à modeler. Attachez vos ceintures, nous entrons dans une véritable forge des dieux. Cette barre d'acier évoque davantage le tronc d'un arbre centenaire qu'une armature ordinaire. Dans l'usine Vicine Cadenas de Bilbao, tout commence par ce monstre. Un cylindre plein en acier spécial, hautement taillé, dont le diamètre dépasse 20 cm. Pour mieux vous représenter l'échelle, cette tige d'acier est plus épaisse que la cuisse d'un athlète professionnel. Ce n'est pas simplement du fer, c'est un concentré de résistance, conçu pour survivre des décennies dans l'environnement salin agressif de l'océan, sous une pression de milliers de tonnes. Le processus de transformation de ce géant froid et intraitable en maillon de chaîne débute par un choc thermique. La barre entre dans un four à induction, et là, la physique prend le dessus. Il ne s'agit pas d'un feu ordinaire, ni d'une chambre à gaz. Ici, ce sont des champs magnétiques d'une puissance inouïe qui opèrent. Le courant électrique traverse le métal, excitant ses atomes jusqu'à un état de véritable frénésie. En quelques minutes à peine, l'acier gris et froid commence à se métamorphoser sous nos yeux. D'abord, la surface vire au bordeaux terne, comme si le métal s'emplissait de colère. Mais la température continue de grimper vertigineusement, dépassant les 1000 degrés Celsius, et la barre s'embrase d'une couleur red hot, éclatante et intense. À ce moment précis, l'acier atteint son état plastique. Il irradie avec une telle intensité qu'il est difficile de le regarder sans lunettes de protection. On dirait qu'un petit soleil furieux est emprisonné à l'intérieur du métal. Mais cette couleur flamboyante est trompeuse. Bien que l'acier devienne malléable et prêt à être plié, il ne perd rien de sa masse colossale. Chacune de ces sections incandescentes pèse des centaines de kilos, et sa température est si élevée qu'elle peut instantanément vaporiser toute humidité dans un rayon de plusieurs mètres. L'air ambiant tremble sous l'effet de la chaleur, créant un mirage comme dans le désert. C'est le moment de tension extrême. Le géant d'acier a déjà perdu sa dureté, mais n'a pas encore acquis sa forme définitive, figé dans l'attente de l'essentiel. L'intervention des manipulateurs hydrauliques géants qui forceront cette masse incandescente à se plier à la volonté des ingénieurs. Quand cette barre d'acier chauffé à blanc sort du four, je recule instinctivement. Même à 10 mètres de distance, la chaleur est telle qu'on se croirait devant les portes ouvertes de l'enfer. Mais la véritable magie commence lorsque la presse hydraulique entre en jeu. Les opérateurs appellent ces pinces massives des doigts. Et quand on les voit à l'œuvre, on comprend pourquoi. Ces membres de fer saisissent une barre épaisse comme un tronc d'arbre, avec la même assurance que nous saisissons un crayon. À cet instant, le cerveau refuse de croire ce que voient les yeux. Ce qui se passe ensuite défie toute mon expérience de vie. L'acier, qui il y a une minute était plus dur que la roche, commence à se plier sous la pression hydraulique, comme s'il ne s'agissait pas d'un alliage ultra résistant, mais d'un morceau de pâte à modeler pour enfants ou de cire chauffée. Je vois des mécanismes massifs enserrer la barre et, d'un mouvement fluide, presque gracieux, la replier en une boucle parfaite autour d'un noyau d'acier. Ce n'est pas de la force brute, c'est un véritable travail d'orfèvre à l'échelle des géants. Chaque degré de courbure, chaque millimètre d'expansion du métal est calculé par ordinateur en temps réel. Une seule contrainte microscopique, et des micro-fissures apparaissent à l'intérieur de l'acier, qui plus tard, quelque part au milieu d'une tempête dans l'Atlantique,
pourrait coûter la vie à quelqu'un. Lorsque la machine achève le cintrage, vous vous retrouvez face à un maillon qui n'est pas encore assemblé en chaîne, mais qui impressionne déjà par sa masse. Il pèse autant qu'une voiture de tourisme moyenne, mais occupe 10 fois moins d'espace. Une concentration incroyable de poids en une seule forme. Tant qu'il rougeoie encore, je ressens cette responsabilité colossale, inscrite dans le métal. Ce n'est pas une simple pièce, c'est un futur élément d'un système d'ancrage qui maintiendra une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique. Il devra monter la garde pendant 30 ans, résistant aux assauts des vagues océaniques et à la pression de millions de tonnes d'eau sans le moindre droit à l'erreur. Assister à la naissance d'un tel titan, c'est une expérience qui vous fait prendre conscience de l'ampleur véritable des capacités humaines. Ensuite, les extrémités du maillon cintré se rapprochent. Un courant d'une puissance inouïe commence à passer entre elles. L'air s'ionise et le processus de soudage par étincelage débute. D'abord surgit un léger frémissement, puis une explosion de lumière. Une gerbe d'étincelles se disperse sur 10 mètres dans toutes les directions, illuminant l'atelier comme l'éclair d'une supernova. À cet instant, 2 bords de métal ne font plus qu'un au niveau moléculaire. Ce n'est pas simplement une soudure, c'est un monolithe. Lorsque les étincelles retombent, voilà devant vous un maillon achevé, qui vient de traverser le feu et l'électricité pour devenir indissociable. Et pour que nous restions indissociables, vous et moi, abonnez-vous à cette chaîne. En regardant cet acier incandescent refroidir, je me pose malgré moi la question. Pourquoi tout cela? Pourquoi une telle précision inouïe, ces fours gigantesques et ces dépenses d'énergie pharaoniques pour un seul maillon? La réponse réside dans le prix de l'erreur, qui en pleine mer se compte en milliards de dollars et en vies humaines. Les clients de Vicine-Cadenas ne sont pas de simples compagnies maritimes. Ce sont des titans de l'énergie qui travaillent là où la nature montre son visage le plus impitoyable. Lorsqu'une nouvelle chaîne, trempée à Bilbao, est chargée à bord d'un navire, elle entame un long voyage à travers l'Atlantique, cap direct sur le golfe du Mexique. Là-bas, au milieu de l'immensité océanique, se dressent des plateformes pétrolières, dont chacune vaut plus qu'une petite ville. Et la seule chose qui empêche ces colosses de se transformer en épaves incontrôlables lors d'un ouragan de catégorie 5, c'est précisément cet acier espagnol. J'essaie d'imaginer cet instant. Le ciel vire au noir, les vagues s'élèvent à la hauteur d'un immeuble de 10 étages, et le vent tente d'arracher la plateforme de la surface de l'océan. À ce moment-là, quelque part dans les profondeurs marines, ces chaînes se tendent comme des cordes de violon. Elles encaissent le choc. Chaque maillon supporte le poids du monde entier, et si un seul d'entre eux venait à céder, ce serait le début d'une catastrophe écologique et financière aux proportions bibliques. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont ces monstres d'acier deviennent partie intégrante d'un avenir vert. Nous avons l'habitude d'associer l'industrie lourde au passé, mais ici, à Bilbao, j'ai vu les fondations d'une révolution énergétique. La nouvelle génération d'éoliennes flottantes constitue de véritables prouesses d'ingénierie. Ces turbines géantes, hautes comme des gratte-ciel, ne sont pas ancrées au fond marin. Elles dérivent en pleine mer, là où le vent est le plus puissant. Elles se balancent au gré des vagues, telles d'immenses bouées, tout en restant positionnées à quelques centimètres près. Et ce sont précisément ces anneaux d'acier, forgés ici même, dans la forge des dieux, qui les maintiennent en place. Chaque année dans le monde, des millions de personnes tiennent entre leurs mains des objets d'un blanc immaculé, sans se douter qu'ils ont commencé leur existence sous forme de simple terre. Mais que diriez-vous si je vous révélais que cette
terre fut pendant des siècles un secret stratégique, payé au prix de l'or et convoité par les espions. Comment une argile discrète a-t-elle pu conquérir la Chine impériale, transformer l'Europe et se retrouver aujourd'hui dans le papier, les médicaments et les cosmétiques que vous utilisez au quotidien? Il existe une étape méconnue, presque jamais évoquée, qui détermine si l'argile deviendra d'un blanc inestimable ou restera une simple roche. Suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez le secret que, pendant des décennies, même les usines ont gardé dans l'ombre. L'histoire de l'utilisation du kaolin et de l'argile en général remonte à la nuit des temps et s'explique par les propriétés naturelles de ces matériaux. L'argile a toujours séduit l'homme par sa plasticité, sa blancheur et sa capacité à durcir lors de la cuisson, ce qui en faisait un matériau idéal pour la fabrication de poteries, de matériaux de construction et d'objets décoratifs dès l'Antiquité. Le kaolin, forme particulièrement pure d'argile, se distingue par sa haute teneur en aluminosilicate et sa teneur minimale en fer, qui lui confère sa couleur d'un blanc éclatant. En Europe comme en Chine, son usage s'est intensifié dès le Moyen Âge. En Chine, le kaolin est devenu la base de fabrication d'une porcelaine fine si précieuse qu'elle s'exportait sous forme d'objets de luxe dans le monde entier. Sa blancheur et sa texture délicate permettaient de réaliser des pièces vernissées et homogènes, sans équivalent parmi les autres matériaux. En Europe, dès le XVIIe siècle, le kaolin a commencé à être utilisé pour la fabrication de services en porcelaine. Puis, à l'échelle industrielle, il est devenu un composant clé pour l'industrie papetière et céramique. Concernant son utilisation moderne, la découverte des technologies de broyage, de sédimentation et de blanchiment chimique a permis de transformer le kaolin en une poudre fine d'une blancheur élevée et aux propriétés stables. Cela a rendu possible son emploi, non seulement dans la porcelaine, mais aussi comme charge et revêtement pour le papier, qui devenait ainsi glacé, ainsi que dans les produits pharmaceutiques et cosmétiques, où la pureté, la capacité d'absorption et l'innocuité du matériau sont essentielles. Chaque année, le marché mondial du kaolin fournit une quantité considérable de matières premières, extraites de carrières à ciel ouvert, situées dans des gisements à forte teneur en aluminosilicate. L'extraction commence par la préparation du site minier ou de la carrière, où l'on retire la couche superficielle du sol, le bois et les pierres. Puis l'on met à nu les gisements d'argile kaolinique, situés à une profondeur considérable. De puissantes excavatrices et des camions spécialisés transportent la matière première vers les sites industriels pour un premier nettoyage. À ce stade, on élimine les impuretés grossières, telles que les pierres et les inclusions organiques. Et l'argile est acheminée vers l'étape suivante de broyage mécanique. Après l'arrivée de la matière première à l'usine, on la divise d'abord en morceaux d'une taille pratique pour le traitement ultérieur. Les gros blocs sont retirés ou broyés à l'aide de concasseurs primaires, ce qui permet d'obtenir un matériau de taille moyenne, facilement acheminable vers les étapes suivantes du traitement. Cette phase est d'une importance capitale, car la granulométrie détermine l'efficacité du broyage ultérieur, de la sédimentation et de la purification chimique. Une attention particulière est portée au contrôle du flux de matières premières, afin d'éliminer la présence de grosses inclusions étrangères, telles que des pierres ou des fragments de matières organiques, susceptibles de s'y être introduits lors de l'extraction. L'étape suivante consiste en un broyage fin du kaolin, jusqu'à l'obtention d'un état poudreux, indispensable pour atteindre une homogénéité et une blancheur élevée. Pour ce faire, on utilise des broyeurs à boulets ou des concasseurs à disque, qui fonctionnent en plusieurs cycles successifs. Dans les broyeurs à boulets, des cylindres rotatifs contenant des billes métalliques ou céramiques réduisent l'argile à la fraction souhaitée, en assurant une répartition uniforme de la taille des particules.
Les concasseurs à disque permettent un broyage et une fragmentation supplémentaire des particules, tout en aidant à ameublir le matériau et à éliminer les grumeaux résiduels. Après cette étape, le kaolin se transforme en un matériau fin, presque poudreux, qui présente une structure homogène et une plasticité optimale pour les opérations technologiques suivantes. La poudre de kaolin préparée est dissoute dans l'eau, formant une suspension épaisse qui est dirigée vers l'étape de sédimentation. Dans des réservoirs spéciaux, sous l'action de la gravité, s'opère une séparation des particules selon leur densité. Les impuretés plus lourdes, telles que le sable, les petits cailloux ou les résidus métalliques, se déposent au fond du réservoir, formant un sédiment qui est périodiquement retiré pour être éliminé ou retraité. Les particules plus légères et pures de kaolin restent dans la couche supérieure, où elles sont collectées pour la phase de purification suivante. La sédimentation permet non seulement d'éliminer les impuretés mécaniques, mais aussi de préparer le matériau pour le traitement chimique, augmentant ainsi l'efficacité du blanchiment. Pour atteindre un degré élevé de blancheur et d'homogénéité, on a souvent recours au blanchiment chimique. Cette opération utilise de petites quantités de réactifs chimiques sûrs, notamment des peroxydes ou des acides faibles, qui permettent d'éliminer les impuretés colorées résiduelles, le fer, les matières organiques et autres composés susceptibles d'affecter la couleur et la transparence du produit final. Le blanchiment chimique s'effectue sous contrôle de la température, du temps et de la concentration des réactifs, afin d'assurer une efficacité maximale tout en préservant la structure des particules de kaolin. Après cette opération, la suspension argileuse subit à nouveau une sédimentation pour séparer les réactifs et les impuretés formées durant le blanchiment, puis le matériau est lavé à l'eau pure, éliminant les résidus de réactifs et renforçant la sécurité du produit pour son utilisation dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Le kaolin est ensuite séché et tamisé afin d'obtenir une poudre homogène de granulométrie définie. La sélection de la taille des particules revêt une importance capitale. Les fractions fines confèrent au papier brillance et lissé, tandis que les particules plus grossières sont utilisées dans la fabrication de la porcelaine pour améliorer la plasticité de la pâte. Le contrôle technologique à chaque étape comprend la mesure de la couleur, de la densité, du taux d'humidité et de la composition chimique, ce qui permet d'assurer une qualité constante du produit. Les principaux domaines d'application du kaolin témoignent de sa polyvalence. Dans l'industrie papetière, il sert de charge et de couche de surface, garantissant une blancheur éclatante et une meilleure reproduction des images imprimées. Dans l'industrie céramique, le kaolin constitue un composant essentiel des pâtes à porcelaine où il assure blancheur, solidité et plasticité des pièces. Dans l'industrie pharmaceutique et en médecine, le kaolin est utilisé comme absorbant et excipient dans les comprimés, les antacides et les traitements gastro-intestinaux, ainsi qu'en cosmétique pour les masques et les produits nettoyants, grâce à sa capacité à absorber l'excès de sébum et à purifier la peau. Imagine qu'un simple morceau de métal rouillé puisse receler un secret qui bouleverse toutes les règles de la sidérurgie. Pourquoi certains lots de ferraille se comportent-ils dans le four comme s'ils dissimulaient quelque chose d'interdit? Et surtout, comment, du chaos des vieilles voitures, des rails et des machines, naît un acier plus pur que le minerai des carrières? Aujourd'hui, vous allez découvrir le processus qui transforme les décharges urbaines en nouvelles mines. Et vous apprendrez à la fin un secret que même la plupart des métallurgistes ignorent, celui qui détermine le destin de chaque coulée. Soyez attentifs, car la réponse se cache là où vous ne l'attendez pas.
La collecte de ferraille est cette part invisible de l'industrie sidérurgique sans laquelle les fours à arc électrique ne pourraient fonctionner. Pour qu'une charge relativement homogène arrive dans le four, il faut d'abord que quelqu'un ait trié des milliers de tonnes de vieilles voitures, de machines et de métaux de construction. La chaîne commence au point de collecte. On y apporte de la ferraille domestique, des chutes de négoce métallurgiques, des structures démontées. À l'entrée, tout est pesé, vérifié par document, puis commence le tri par catégorie. Acier d'un côté, fonte, métaux non ferreux, inox, alliages spéciaux. Un site moderne de collecte de ferraille ressemble presque à une mini-usine. Les éléments volumineux, poutres, châssis, carrosserie, sont découpés au chalumeau ou au plasma pour les ramener aux dimensions acceptables par les paniers des fours à arc électrique. Les voitures sont d'abord désarmées. On retire les roues, les batteries, l'électronique, on extrait les fluides, on sépare les métaux non ferreux et les catalyseurs. Ce n'est qu'ensuite que la carrosserie est compressée en blocs briquetés compacts. Pour la ferraille en tôle et les petits débris, on utilise de puissantes cisailles capables de trancher en un seul passage des poutres et des profilés de plusieurs centimètres d'épaisseur. Le moment clé, éliminer tout ce qui nuirait à la fusion. Peintures à forte teneur en additifs nocifs, gros morceaux de béton, bois, plastique, caoutchouc. Impossible de nettoyer complètement la ferraille, mais plus la préparation est soignée, moins il y a de problèmes au four. Moins de scories, d'explosions dues à l'humidité, de fumée et de gaz toxiques. C'est pourquoi les flux de meilleure qualité proviennent des chutes industrielles, issues des laminoirs ou de la construction mécanique. Peu d'impuretés, dimensions prévisibles, composition chimique de l'acier connu. La ferraille domestique de rue exige beaucoup plus de traitement manuel et mécanisé. Après le découpage et le nettoyage initial, place aux aimants et aux séparateurs. D'énormes électroaimants fixés au bras des chargeurs collectent les métaux ferreux dans la masse générale de déchets, tandis que des séparateurs à tambour éliminent les fines particules d'acier. Les métaux non ferreux sont traités à part. Ils relèvent d'une autre filière commerciale. La ferraille d'acier est ensuite classée par qualité. Acier bas carbone, haut carbone, allié, inoxydable, etc. Pour les aciéries électriques, il est essentiel qu'aucun morceau d'acier fortement allié ne se glisse par inadvertance dans un lot destiné, par exemple, à la production de simples barres d'armature. C'est pourquoi les grands producteurs travaillent souvent avec des fournisseurs réguliers et imposent des exigences strictes en matière de marquage et d'analyse. La ferraille préparée est ensuite compactée en paquets denses ou chargée dans de grands conteneurs paniers, directement acheminés au four par pont roulant. Le compactage ne sert pas seulement à économiser de l'espace lors du transport. Le métal comprimé chauffe mieux et se tasse de façon prévisible lors de la fusion. Les petits éléments comme les copeaux ou les tôles minces peuvent être briquetés ou ajoutés par portions dans le bain déjà en fusion, afin d'éviter une oxydation excessive et des projections. Au bout de la chaîne de collecte de ferraille se trouve un produit clairement classifié. Chaque lot possède une masse, une composition chimique approximative, une granulométrie et un degré de contamination. Ces lots sont répartis entre les aciéries électriques en fonction de l'acier que l'on prévoit d'élaborer. Pour les armatures et les profilés simples, un mélange de ferraille de construction et de mécanique convient. Pour les aciers à roulement ou inoxydables, il faut des flux spécialisés à la composition strictement contrôlée.
Au final, la collecte de ferraille se transforme en véritable industrie minière urbaine. Au lieu d'extraire le minerai dans une carrière, nous extrayons le fer d'objets déjà fabriqués. C'est précisément de la qualité de ce travail, du tri dans les cours jusqu'aux presses des grands centres, que dépendent la stabilité de la fusion à l'arc électrique et la capacité de l'industrie sidérurgique à évoluer vers un cycle plus circulaire et économe en ressources. Le cœur du processus sidérurgique moderne, c'est le four à arc électrique. À l'intérieur de cet immense bouilloire d'acier tapissé de briques réfractaires, 3 électrodes de graphite, épaisses comme de petits troncs d'arbres, descendent par le haut. Entre l'extrémité des électrodes et la surface de la ferraille jaillissent de puissants arcs électriques. La température dans la zone de l'arc peut atteindre plus de 3500 degrés Celsius, si bien que la ferraille d'acier fond très rapidement. Les morceaux massifs se transforment en métal bouillonnant et en scorie, tandis que le four résiste à ce choc thermique grâce au revêtement réfractaire et au système de refroidissement. Le cycle commence par le chargement du four. Dans une poche ou un panier, on rassemble un mélange de différents types de ferraille. Carrosserie de voitures démontées, chute de laminage, rails désaffectés, rebuts métalliques industriels. En moyenne, 70 à 80% de toute la charge d'un four à arc électrique provient justement de cette ferraille recyclée. Le reste peut être constitué d'ajouts de fer pur, de fondants et d'éléments d'alliage. Ce rapport rend la filière électrique nettement plus écologique que la filière fonte. Il faut moins de minerais de fer et de coke, les émissions totales de carbone par tonne d'acier sont plus faibles, et un volume considérable de déchets métalliques retourne dans le circuit, au lieu de rouiller dans les décharges. Après le chargement, le couvercle du four s'abaisse, les électrodes traversent les ouvertures et descendent jusqu'au sommet de la charge. Lorsque le courant est envoyé, un arc jaillit entre les extrémités des électrodes et la ferraille, éclatant comme une soudure, mais à une échelle gigantesque. Cet arc fonctionne comme une source de chaleur puissante. L'énergie pénètre directement dans le métal, et non par une flamme de combustible. En quelques minutes, la ferraille d'acier commence à ramollir, puis à fondre et à s'affaisser vers le bas. L'opérateur régule la puissance, la longueur d'arc et la position des électrodes afin que la fusion se déroule de manière uniforme et ne provoque pas d'éclaboussures excessives. Lorsque la majeure partie de la charge est fondue, commence l'ajustement de la composition chimique. On ajoute au four de la chaux et d'autres fondants. Ils forment un laitier qui extrait du métal le soufre et le phosphore. Au besoin, de l'oxygène est injecté par des tuyères spéciales. Il brûle le carbone dissous dans le métal et les résidus d'impuretés indésirables, chauffant davantage le bain. Simultanément, par des ouvertures supérieures ou latérales, on introduit des additifs d'alliage, des ferroalliages contenant manganèse, chrome, nickel, vanadium. Ainsi, à partir de ferrailles hétérogènes, se forme un acier de la classe requise. En fin de coulée, le métal est désoxydé. On ajoute aluminium, silicium ou d'autres éléments qui captent l'oxygène et empêchent la formation de bulles gazeuses dans la pièce finie. Un four à arc électrique moderne, d'une capacité d'environ 100 tonnes, peut transformer en quelques heures une montagne de vieilles carcasses automobiles en une poche uniforme d'acier liquide. Un cycle de fusion prend souvent de 40 à 60 minutes pour un four préchauffé. Chargement, fusion, ajustement de la composition, coulée. La productivité de tels équipements est impressionnante. En une journée, un atelier équipé de plusieurs fours
peut produire des milliers de tonnes de métal. Par ailleurs, l'aspect énergétique du procédé devient de plus en plus propre. La part d'électricité provenant de sources renouvelables augmente, si bien que l'empreinte carbone par tonne d'acier diminue encore davantage par rapport au schéma classique du haut fourneau. Lorsque l'analyse des échantillons du bain fondu confirme la composition et la température requise, vient le moment de la coulée. Le four bascule grâce à un système hydraulique et l'acier liquide à près de 1600 degrés est dirigé vers la poche de coulée. Le laitier qui flotte en surface est évité autant que possible ou évacué séparément. Le métal rejoint ensuite soit la poche intermédiaire de la machine de coulée continue, soit les lingotières. La masse en fusion se transforme en un flux continu qui se solidifie sous forme de brames, blooms ou billettes carrées. Ces produits semi-finis sont ensuite laminés en poutrelles, tubes, rails, ferrailles d'armature, tôles, tout ce qui partira dans les bâtiments, les ponts, les machines, pour revenir dans le four des décennies plus tard sous forme de ferraille. La qualité de l'acier issu de la ferraille est comparable à celle des hauts fourneaux et des aciéries à oxygène. Avec une charge de ferraille bien sélectionnée et des régimes d'affinage appropriés, la teneur en impuretés nocives reste minimale, tandis que la proportion de fer et d'éléments d'alliage atteint 99% ou plus de la composition requise. Pour les structures à haute responsabilité, par exemple l'armature des immeubles de grande hauteur ou les pièces mécaniques, on recourt en complément au traitement sous vide et à la métallurgie secondaire, réduisant encore davantage le taux de gaz et d'inclusion non métallique. La métallurgie à l'arc électrique assure aujourd'hui plus du quart de la production mondiale d'acier et permet de boucler presque entièrement le cycle. Le vieux métal retourne dans le circuit sous forme de nouveaux produits, au lieu de finir sa vie en décharge. Plus l'électricité qui alimente ces fours bascule vers des sources bas carbone, plus l'industrie sidérurgique se rapproche d'un scénario où de grands volumes de matériaux de construction circulent dans le système, avec un impact minimal sur l'environnement. Chaque année, plus de 2 milliards de tonnes de béton armé sont coulées dans des bâtiments à travers le monde. Imaginez des ponts entiers qui s'effondrent parce que l'acier à l'intérieur rouille comme une voiture abandonnée sous la pluie. En Chine, plus de 500 000 ponts font face à cet ennemi silencieux, la corrosion. Si vous placiez tous les barres d'armature rouillées bout à bout, elles feraient 3 fois le tour de l'équateur. Comment un matériau transparent utilisé pour les planches de surf se transforme-t-il en colonne vertébrale des gratte-ciel? Comment la fibre de verre remplace-t-elle l'acier qui a dominé la construction pendant 150 ans? Restez jusqu'à la fin. Vous découvrirez pourquoi les armatures en fibre de verre sont plus résistantes que l'acier, tout en pesant 75% de moins. Et comment la Chine construit des infrastructures protégées contre la rouille qui dureront 300 ans. L'histoire commence dans le Jiangsu, dans une usine qui s'étend sur 40 hectares, l'équivalent de 56 terrains de football. D'immenses machines de 12 mètres de haut dominent l'espace, semblables autour d'une ville futuriste. Imaginez des bâtiments qui produisent les matériaux pour d'autres bâtiments. L'air vibre du bourdonnement constant de milliers de bobines, qui tournent simultanément. Les fibres de verre sortent des fours à une température de 1600 degrés Celsius, plus chaud que la lave volcanique. Avec un sifflement aigu qui fend l'air, des fils plus fins qu'un cheveu humain se déroulent à une vitesse de 3000 mètres par minute. En produisant suffisamment de fibres chaque heure pour faire 2 fois le tour de la Terre. Ce n'est que le début. Ces fils invisibles se transformeront en une structure qui soutient des villes entières.
Vient ensuite le bain de résine. D'énormes réservoirs de 15 mètres de long contiennent de la résine époxy, ce liquide doré qui s'écoule comme du miel épais. Les fibres de verre traversent ces réservoirs, créant des cascades brillantes qui reflètent les lumières industrielles, telles des rivières d'or en fusion. Le processus dégage un arôme chimique caractéristique, tandis que la résine adhère à chaque fibre microscopique. À température ambiante de 23 degrés, la viscosité est parfaite, ni trop fluide, ni trop épaisse. Des capteurs contrôlent chaque millimètre de revêtement avec une précision au micron près. Chaque seconde, 50 kg de résine sont consommés, enrobant les fibres. Cette quantité de matériaux suffit pour créer 1500 mètres de tiges finies. Avec un grondement sourd, les pompes maintiennent un flux constant, alimentant la transformation de fils fragiles en tiges incassables. Ensuite, les machines de tressage entrent en action. Des centaines de bobines tournent dans des motifs hypnotiques, comme un balai mécanique d'une précision millimétrique. Les fibres imprégnées de résine s'entrelacent, formant des structures en spirale qui maximisent la résistance. Imaginez des tisserands robotiques, créant des muscles de verre. Le bruit est assourdissant. Un chœur de moteur synchronisé qui résonne dans la poitrine. Chaque machine produit un grondement continu, tandis que les bobines effectuent 3000 rotations par minute. Des nuages de vapeur s'élèvent lorsque les fibres humides passent à travers les rouleaux de compression, traitant suffisamment de matériaux par équipe pour construire 2 ponts complets. La tension appliquée est exactement de 85 kg par fibre. Trop peu, et la barre sera faible. Trop, et les fibres se rompront. La précision ici détermine si le bâtiment résistera à un tremblement de terre. Vient ensuite le four de durcissement, le cœur du processus. Les tiges pénètrent dans des tunnels de 25 mètres baignés de lumière infrarouge. À 180 degrés Celsius, les molécules de résine s'entrelacent chimiquement avec les fibres de verre. Ce processus, comparable à la cuisson du pain, mais au niveau moléculaire, forge cette résistance légendaire. Les tiges avancent lentement, restant exactement 12 minutes à l'intérieur du four. Des capteurs laser mesurent la température en 200 points différents chaque seconde. Si une section dévie de plus de 3 degrés, les alarmes retentissent immédiatement. Cette étape est critique car elle détermine si la tige durera 5 ans ou 500 ans. La polymérisation doit être parfaite. Chaque molécule de résine se lie à ses voisines dans un réseau tridimensionnel incassable. Imaginez ceci, des millions de chaînes moléculaires forment une armure invisible qui ne rouillera jamais. Après le durcissement, vient le système d'étirage. Des rouleaux géants de 3 mètres de diamètre, comme des roues de train, tirent les barres avec une force contrôlée de précisément 2000 kg. Le grincement rythmique des rouleaux marque le pouls de la production. À une température de 90 degrés, les barres sont encore malléables, mais possèdent déjà leur structure moléculaire définitive. Les rouleaux impriment des textures de surface, des crêtes et des sillons qui permettent au béton d'adhérer parfaitement. Sans ces marques, les barres glisseraient dans le béton, comme des baguettes dans du beurre. Les barres sortent chaudes mais solides, refroidissant progressivement à l'air libre. Chaque minute, 40 mètres de barres finies sortent du système. C'est un balai industriel, où physique et chimie dansent en synchronisation. La moindre erreur et des mois de travaux de construction peuvent être perdus lorsque la structure cède. Vient ensuite la découpe de précision. Des scies diamantés industriels, tournant à 5000 tours par minute, coupent les barres continues en longueurs exactes. Le bruit est perçant, comme 1000 cristaux qui se brisent simultanément.
Des étincelles oranges jaillissent en arcs lumineux lorsque le diamant mord le composite en fibre de verre. Cette étape est critique, car chaque barre doit mesurer exactement 6 mètres, pas 1 centimètre de plus, pas un de moins, pour s'intégrer parfaitement dans les coffrages de construction. Des capteurs laser vérifient chaque coupe avec une précision au dixième de millimètre. À une cadence de 20 coupes par minute, il n'y a aucune place pour l'erreur humaine. Imaginez cela, des robots qui coupent avec une précision chirurgicale à l'échelle industrielle. Les barres tombent sur des convoyeurs souples, s'organisant automatiquement en paquets de 50 unités. Chaque paquet représente l'armature pour 3 étages d'un bâtiment résidentiel. Après la découpe, vient le contrôle qualité finale. Chaque tige passe dans des machines de test qui appliquent jusqu'à 12 tonnes de force de traction, l'équivalent du poids de 2 éléphants d'Afrique adultes tirant dans des directions opposées. Les véritables tiges en fibre de verre ne fléchissent même pas sous cette pression extrême. Des caméras haute vitesse capturent 1000 images par seconde, détectant la moindre imperfection microscopique en surface. Des rayons X pénètrent le matériau, vérifiant la répartition uniforme des fibres, comme des radiographies médicales, mais pour les matériaux de construction. À température ambiante de 20 degrés, les propriétés doivent être parfaites. Cette étape est critique, car une seule tige défectueuse dans un pont peut provoquer un effondrement catastrophique. Celles qui échouent sont rejetées, moins d'1% du total. Les tiges approuvées reçoivent des codes QR gravés au laser, qui tracent chaque détail de leur fabrication. Cela n'a pas toujours été aussi avancé. Encore en 1950, lorsque les premiers ponts modernes de Chine étaient reconstruits, l'acier était le seul matériau disponible. Ces structures ont commencé à rouiller au bout de 10 ans. L'humidité et le sel attaquaient sans relâche. L'effondrement du pont de Qijiang en 1999 a coûté la vie à 40 personnes lorsque les barres d'acier corrodées ont cédé. La percée est survenue lorsque des ingénieurs de Shanghai ont découvert en 2005 que la fibre de verre, utilisée dans les yachts, pouvait renforcer le béton mieux que l'acier. Les premiers ponts pilotes ont dépassé toutes les attentes. Après 15 ans, dans des environnements marins hostiles, zéro corrosion. Les essais ont montré que, tandis que l'acier perd 40% de sa résistance en 30 ans, la fibre de verre conserve 95%. Aujourd'hui, plus de 3000 ponts chinois utilisent exclusivement des armatures en fibre de verre. La technologie, qui a débuté dans un laboratoire universitaire, protège désormais des millions de vies chaque jour. Les émissions de carbone sont réduites de 32% par rapport à la production d'acier traditionnel, l'équivalent de retirer 3 millions de voitures de la circulation chaque année. L'énergie nécessaire est inférieure de 60%, car il n'y a pas besoin de fours géants à 2000 degrés comme l'exige l'acier. L'industrie économise plus de 22 milliards de dollars par an en frais de maintenance. Les ponts avec armature en acier nécessitent des réparations tous les 15 ans, mais ceux en fibre de verre restent intacts pendant 300 ans. Les coûts initiaux de construction sont supérieurs de 25%, mais les économies à long terme sont astronomiques. Alors, voici le secret promis. La fibre de verre possède une résistance à la traction supérieure de 70% à celle de l'acier, tout en ne pesant qu'un quart de son poids. Cela signifie que vous pouvez construire plus haut, plus long, plus audacieux, sans le poids mort qui limite l'acier. La conductivité thermique est quasiment nulle, donc elle ne se dilate ni ne se contracte avec la température. Adieu les fissures saisonnières qui détruisent les trottoirs. Des fibres microscopiques fondues à 1600 degrés jusqu'aux barres finies qui supportent des tonnes de pression, le cycle est bouclé. Rien ne disparaît,
tout se transforme en infrastructure qui défie le temps lui-même. Chaque année, le monde produit plus de 100 millions de tonnes d'acier, mais seule sa partie la plus résistante devient le cœur des ponts géants. En Chine existe une usine, où naissent des chaînes d'acier longues, comme un homme, et pesant plus de 3 tonnes. Chaque maillon se forme ici sous une pression de dizaines de milliers de tonnes, pour ensuite maintenir des villes entières au-dessus de l'eau. Ça semble être une force créée par les dieux du métal, mais c'est de la science exacte, où même une micro-fissure peut décider du sort d'un pont. Comment, à partir d'un morceau d'acier informe, naît un maillon capable de résister à un tremblement de terre? Restez jusqu'à la fin et vous verrez comment on crée la colonne vertébrale des ponts les plus puissants de la planète. Le début de la grande histoire des chaînes de ponts prend toujours son départ avec le laminage d'acier, la base, la matière première sans laquelle on ne peut imaginer aucune construction solide. Dans cette usine chinoise, on utilise des alliages d'acier spéciaux, développés spécifiquement pour résister à des charges incroyables. Ils ne ressemblent pas à l'acier ordinaire qu'on utilise au quotidien. C'est un matériau résistant qui combine solidité, flexibilité et durabilité. Tout ce qu'il faut pour qu'un maillon de chaîne de pont supporte des kilotonnes de pression, les impacts climatiques et même les oscillations lors des tremblements de terre. Le métal arrive à l'usine sous forme de grandes barres et blocs d'acier. Le poids de chaque bloc atteint parfois 3 tonnes, environ la moitié d'un camion. Imaginez ce morceau massif de métal qui deviendra une partie d'une chaîne indestructible. Chaque bloc passe par un traitement préliminaire pour obtenir une structure homogène sans micro-fissures ni défauts, car même la moindre faiblesse peut mettre en danger la sécurité de tout le pont. Ces alliages d'acier sont créés pour être non seulement ultra résistants, mais aussi conserver leur élasticité, car les structures de pont sont constamment soumises à des charges dynamiques. Elles oscillent sous le vent, se dilatent et se contractent avec les variations de température, résistent au choc et même au mouvement du sol. C'est pourquoi la chaîne doit être un peu vivante, flexible mais stable. Le processus technique commence par une vérification rigoureuse de la composition chimique de l'acier. Des capteurs spéciaux et des analyses de laboratoire garantissent que le matériau répond à toutes les normes strictes. Ce n'est qu'après cela que le laminage est dirigé vers les machines, où seront formés ces maillons géants capables de soutenir un pont extrêmement lourd. Le laminage passe par d'énormes presses à vis, des machines capables d'extraire du métal la forme du futur maillon. Un maillon pour chaîne de pont, c'est un ovale d'acier géant, long de plus de 2 mètres parfois et pesant environ 3 tonnes. Imaginez la force nécessaire pour former un tel maillon. Après que la forme générale du maillon soit formée à partir du laminage d'acier résistant, il passe à l'étape clé suivante de la production, le traitement dans une presse énorme. Cette presse est un véritable monstre parmi les machines industrielles, capable de traiter du métal d'un poids et de dimensions incroyables. Dans cette presse gigantesque, le maillon n'est pas simplement plié et compacté. On lui donne littéralement la forme nécessaire au fonctionnement parfait de toute la chaîne du pont. C'est ici que se fait le réglage fin de sa géométrie, pour que chaque maillon se connecte en douceur avec le suivant, sans gêner le mouvement, tout en assurant un ancrage solide et fiable. Le processus semble incroyablement complexe et précis.
Le métal dans la presse subit d'énormes pressions. Des milliers, parfois des dizaines de milliers de tonnes de force, comprimant le maillon au point qu'il acquiert les dimensions et la forme nécessaires. Il est très important que la surface du maillon reste lisse et solide, car toute fissure ou irrégularité peut causer une rupture, ce qui est inadmissible pour un élément aussi crucial d'une structure de pont. En même temps que le pliage, se produit une compaction de la structure du métal. Ce processus augmente la résistance interne du maillon, le rend plus résistant au choc et durable dans diverses conditions climatiques et d'exploitation. Le résultat, le maillon n'est pas seulement géant en taille et en poids, il est aussi incroyablement résistant. L'un des moments clés est l'ajustement des dimensions précises. Les maillons doivent être parfaitement compatibles pour former, une fois assemblés, une chaîne mobile mais solide. Le maillon suivant doit passer librement à travers le précédent sans blocage, mais en même temps ne pas permettre de jeu ou de relâchement. Chaque détail a un impact colossal sur la fiabilité globale du pont. La précision avec laquelle fonctionne la presse est atteinte grâce au contrôle informatique et aux capteurs qui surveillent non seulement la pression, mais aussi la forme du métal en temps réel. C'est un processus hautement technologique qui combine de nombreuses machines et personnes pour créer un produit parfait. Après être sorti de la presse, le maillon passe à un traitement supplémentaire. Meulage, polissage, inspection. Là, il est vérifié pour détecter les plus petits défauts. On mesure sa taille exacte et on évalue sa préparation à l'assemblage en chaîne. Chaque pièce doit passer le contrôle qualité, car de sa perfection dépend la sécurité de milliers de personnes et la durée de vie du pont lui-même. Plus de 1000 ouvriers et ingénieurs travaillent à l'usine, assurant la sécurité et des standards de production élevés. Ici, on fabrique annuellement plus de 5000 de ces maillons géants. La Chine reste le plus grand producteur d'acier au monde, ce qui impacte directement les volumes de fabrication de produits à grande échelle, comme les chaînes de pont. Selon les résultats de septembre 2025, la production d'acier en Chine s'est élevée à environ 73 500 000 tonnes, soit 5% de moins par rapport à l'année précédente. Mais cela représente toujours une contribution énorme au marché mondial de l'acier. Le nombre total de ponts en Chine, équipés de tels systèmes suspendus, dépasse déjà 4000, et ce chiffre continue d'augmenter activement car le pays développe constamment son infrastructure de transport, dans le but d'améliorer la logistique et les connexions entre les régions. Pour comparaison, il existe environ 10 000 grands ponts suspendus dans le monde, et environ un tiers d'entre eux possèdent précisément ces chaînes d'acier géantes, fabriquées avec des technologies similaires à celles utilisées dans cette usine en Chine. La croissance des exportations d'acier chinois a un impact substantiel sur les prix mondiaux de ces produits métalliques. En premier lieu, l'expansion des livraisons sur le marché international crée une pression supplémentaire sur l'offre, ce qui conduit souvent à une baisse des prix. Au cours des 2 dernières années, la Chine a établi un record en volume d'exportation d'acier, qui ont dépassé 110 millions de tonnes, et on s'attend à ce que cette tendance de croissance des exportations se maintienne. Parallèlement, la production intérieure d'acier en Chine diminue, et la consommation chute, ce qui oblige les producteurs à chercher des marchés extérieurs. En conséquence, il y a un risque de saturation du marché mondial, et les producteurs locaux dans d'autres pays ressentent la nécessité de baisser leurs prix pour rester compétitifs. L'Italie prévoit pour 2026 l'achèvement du plus grand pont suspendu au monde, dont la longueur dépassera 3 km. Pour de tels ponts, des chaînes d'acier ultra résistantes sont nécessaires pour soutenir les structures dans les zones à risque sismique,
ce qui confirme l'application future des technologies de fabrication de maillons géants.